Dans ce premier témoignage, on va voir le récit de Gary. Gary vivait dans un endroit plutôt paisible, une petite ville tranquille dans un appartement. Gary était en couple avec une fille dont il était fou amoureux qui était serveuse. On va appeler cette fille Marie. Généralement, sa petite amie Marie finissait son service très tard, aux alentours de 2 h du matin. Ce qui se passait après, c'est que Marie allait chez Gary, elle passait la nuit chez lui et la journée qui suivait, il passait la journée tranquillement en amoureux. C'était quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire, du coup Gary, la nuit, avait pris pour habitude d'entendre ses clés qui ouvraient la serrure de son appartement. Gary était donc habitué, et quand il entendait du coup sa petite amie rentrer, ça ne le sortait pas forcément de son sommeil. Il était au courant, il se sentait en sécurité, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais ça va changer. Marie, la petite amie, a perdu ses clés. Du coup, pour que la petite amie puisse continuer à se rendre chez Gary à 2 h du matin après son service, ils ont mis en place un petit système pour qu'elle puisse rentrer tranquillement. Quand elle est sur la route de son lieu de travail vers l'appartement de Gary, elle lui envoie un message. Comme ça, Gary, lui, se lève, il ouvre la porte et il part se recoucher, et sa petite amie, une fois arrivée, elle referme la porte. Ils ont utilisé ce petit stratagème 2 fois, sans problème, mais on est dans un thread d'horreur. Du coup, forcément, à un moment donné, ça va puer un petit peu, ou puer beaucoup. Une nuit, la fameuse nuit qui a traumatisé Gary, sa petite amie lui a envoyé un message pour dire qu'elle partait de son lieu de travail. Jusque-là, tout va bien. Gary se lève, il sort du lit, il va ouvrir la porte de son appartement, et il se recouche. Étant un peu fatigué, parce qu'il avait eu une grosse journée, il se rendort sans souci. Plus tard dans la nuit, Gary se réveille. Vous savez, des fois on s'endort et puis on se réveille, on se recouche, ça peut arriver. Mais quand Gary se réveille, il sent une présence à côté de lui. Il sent sa petite amie qui est à côté et qui dort avec lui. Gary se lève, il va dans la salle de bain, et là il reçoit un SMS. Sauf que ce message-là le rend totalement mal à l'aise. C'est un message de sa petite amie qui lui dit qu'elle est encore sur le trajet, que son bus s'est arrêté à mi-chemin et qu'elle sera là le plus vite possible. Conclusion, si sa petite amie n'est pas arrivée, qui est dans le lit avec lui? Instantanément, Gary réfléchit et il se dit « Attends, si c'est pas ma petite amie qui est dans le lit avec moi, qui c'est ?» Gary ouvre légèrement la porte de la salle de bain pour essayer d'avoir un aperçu sur la personne qui est là. Mais à ce moment-là, il entend la porte d'entrée qui claque violemment. Gary fonce à l'extérieur de son appartement, il parcourt l'escalier à toute vitesse pour essayer de voir qui était là. Sauf que malheureusement, il ne voit personne. Il était au premier étage de l'immeuble où il se trouvait. Donc en fait, la personne qui était là pouvait déjà se trouver à l'extérieur de l'immeuble depuis un moment. Et depuis ce jour, Gary a pas mal réfléchi à ce qui s'est passé. Et actuellement, il ne sait toujours pas qui s'est infiltré chez lui. Bien sûr, il y a quelques théories pour faire travailler notre imagination. Certains de ses amis lui ont dit que c'était peut-être quelqu'un de drogué, d'alcoolisé, qui était dans une rue alentour et qui s'est infiltré dans l'appartement de Gary. Mais sa petite amie veut aussi dire qu'il y avait un voisin, un vieux voisin un peu étrange, qui rôdait parfois dans la cage d'escalier. De ce qu'elle sait, ce voisin aurait des problèmes mentaux. Ce premier témoignage s'arrête ici. Comment te dire que derrière tu ne dors plus très bien? Et d'ailleurs Gary a perdu légèrement le sommeil. Je dis légèrement mais c'est totalement. C'est pourquoi il a déménagé 6 mois plus tard. Chose qu'on aurait évidemment tous fait. Tu vois, si tu vis un cambriolage, si tu vis une agression chez toi, ou que tu as des mauvais souvenirs dans ton habitation, la meilleure solution pour justement passer à autre chose et retrouver un peu cette sécurité que tu avais, c'est de déménager. Parce que clairement, la personne qui s'est introduite chez Gary, selon moi, avait repéré les lieux. Il était au courant que l'appartement était ouvert la nuit à un certain moment. Je pense, alors ça c'est ma petite théorie à moi, que c'est plutôt quelqu'un qui était alcoolisé ou drogué. Parce que je vois pas sinon pourquoi le vieux voisin serait venu dormir avec Gary. J'ai pas trop d'explications, du coup je penserais plutôt sur la partie un sans-abri drogué ou alcoolisé est venu pour dormir un peu au chaud. C'est pas impossible. En tout cas, fort heureusement, il n'est rien arrivé de pire à Gary. Ça aurait pu totalement dégénérer. Admettons la personne soit encore plus mal intentionnée que ce qu'elle n'était. Gary aurait pu prendre très cher pendant qu'il dormait. Donc bon, on va faire des bisous à Gary et on espère qu'il se porte mieux maintenant. Les amis, second récit. Là, on part sur le récit de Jerry. Jerry qui occupe un emploi qui peut le mettre face à des dangers. En fait, il est agent de sécurité pour une entreprise, mais vous savez les entreprises qui proposent d'installer des alarmes, et quand les alarmes sonnent, elles envoient des agents de sécurité sur place pour voir si tout va bien. Jerry nous dit que généralement quand les alarmes sonnent, c'est dû à une détection de mouvement, mais vraiment quelque chose d'anodin, par exemple un chat qui passe, ou quand c'est par exemple dans un restaurant, c'est parce que la personne qui vient faire les livraisons fait sonner l'alarme parce que le propriétaire du resto n'avait pas désactivé l'alarme avant que le mec passe. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Mais là, bien sûr, ce qu'il va nous raconter, c'est quelque chose de plutôt effrayant. C'est pas un chat qui est passé devant le détecteur de mouvement. Au moment des faits, Jerry a été appelé pour intervenir dans une maison où l'alarme de la porte arrière a sonné. Il est arrivé sur place et en fait, il se rend compte que la porte arrière de la maison a été ouverte.
mais pas ouverte de manière classique, elle a été forcée. Le propriétaire de la maison n'était pas dans la ville à ce moment-là, et en fait il a demandé à l'agent de sécurité de passer parce qu'il a reçu une alerte sur son application. Il y avait sa mère qui était venue rejoindre l'agent de sécurité pour voir si tout allait bien. Ils ont regardé ensemble la porte d'entrée qui était bien fermée à clé, et la première conclusion qui vient à l'esprit de Jerry, c'est que la personne qui s'est introduite dans la maison a voulu passer par la porte d'entrée qui était fermée, il est passé par la porte arrière, il l'a défoncée parce qu'il y avait moins de visibilité directement ici, il pouvait faire ça un peu à l'abri des regards, et c'est là que l'alarme a sonné. Sauf qu'il y a un petit détail qui va attirer son attention. C'est qu'à l'intérieur de la maison, il y a une lumière allumée. La mère du propriétaire signale ça à son enfant, pour savoir si c'est pas lui qui aurait oublié d'éteindre cette lumière, ça pourrait arriver. Et malheureusement, cette personne-là ne peut pas confirmer le fait qu'elle ait éteinte ou laissé allumer la lumière. Donc le mystère reste entier pour le moment. Jerry nous dit que parfois des gens font ça, laisser une lumière pour faire croire qu'il y a quelqu'un à la maison et dissuader des cambrioleurs, mais là, malheureusement, le propriétaire, il sait plus s'il l'a fait ou pas. Du coup, ça donne un mauvais pressentiment à Jerry. Il trouve que la situation commence un peu à puer. La mère du propriétaire voulait aller voir à l'intérieur, mais Jerry dit que ce n'est pas une bonne idée. Il conseille à la mère de famille d'appeler la police, au cas où. La mère dit qu'elle va le faire, du coup Jerry, lui, repart en patrouille. Mais 1 heure plus tard, il reçoit une nouvelle alerte de cette même maison. L'alarme qui sonne de nouveau. Étant le seul dans cette zone-là, il s'y rend, et cette fois-ci, il trouve la police qui parle avec la mère du propriétaire. Il y avait également des voisins qui s'étaient rassemblés, qui avaient été réveillés parce qu'il y avait dû y avoir quand même un peu de grabuge, et ils étaient en train de regarder des enregistrements vidéo qui avaient été envoyés par le propriétaire. Des enregistrements qui avaient été en fait capturés par des caméras se trouvant dans la maison. Et ces enregistrements n'étaient pas du tout rassurants. Ils montraient 4 hommes armés qui portaient des masques et des capuches, donc totalement camouflés, qui sortaient de la salle de bain quelques minutes après que Jerry soit parti. Et à ce moment-là, ces 4 personnes continuaient en fait ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire un cambriolage. C'était eux qui avaient allumé la fameuse lumière, et là la mère du propriétaire va dire que son fils s'est fait déjà cambrioler 1 mois auparavant par 3 personnes. En fait, d'une certaine manière, ces cambrioleurs devaient savoir quand le propriétaire était absent. Ils avaient dû sacrément bien surveiller en fait les lieux. Ils avaient l'air d'être intelligents, organisés, ils étaient très silencieux. Ils n'étaient pas là à saccager forcément toute la maison, mais le problème, c'est qu'ils étaient armés. Ils étaient prêts, si la situation l'exigeait, à utiliser leurs armes sur des gens qui pourraient rentrer dans la maison. Et rappelez-vous, la mère voulait rentrer avec Jerry pour checker à l'intérieur. Il aurait pu se passer des choses très graves. Bien sûr, la police étant sur les lieux, les personnes armées ont été arrêtées, mais Jerry repense souvent à cette nuit-là parce qu'il se dit que si jamais il avait accepté avec la mère de rentrer dans la maison, qui sait, peut-être qu'il n'aurait pas été là pour raconter son histoire, et selon ce que Jerry nous dit, par rapport à son métier, c'est la pire chose qui lui est arrivée. Alors que pourtant il doit en voir des choses. Et c'est pour ça aussi que depuis ce moment-là, il s'est instauré une règle, ne jamais rentrer dans une maison comme ça où on a déclaré justement qu'il y avait un problème, c'est-à-dire une alarme qui sonne ou quoi que ce soit. Toujours prévenir la police. C'est vrai que Jerry fait un beau métier, c'est sûr que tu dois vivre des choses sacrément excitantes, mais aussi des choses terrifiantes comme ça. Parce que je pense qu'en fait tu dois avoir des poussées d'adrénaline quand tu es envoyé sur un lieu où l'alarme a sonné, mais tu dois te dire qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un chat ou est-ce que c'est potentiellement des mecs armés qui sont intrus dans la maison? Et je pense qu'à choisir, je préférais que ce soit le chat. Même un chat armé, c'est gérable. Tu sens les croquettes, boum, c'est réglé. Des mecs, je pense pas que les croquettes ça fonctionne. En tout cas, c'était une histoire, je trouve, vraiment très intéressante. Assez atypique, hein, parce que là, c'est une histoire sur le lieu de travail, donc je trouve ça assez intéressant. Et en plus, c'est un métier où les personnes qui le pratiquent sont amenées à rencontrer des choses comme ça un peu terrifiantes. Hein. C'est un peu comme si on voyait un thread d'un policier, par exemple. Certains doivent avoir des histoires vraiment folles. Vraiment folles. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir, ça soutient énormément. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans ce récit-là, on va voir le témoignage de Stella. Stella, en fait, recherchait un appartement, à louer un appartement précisément. Et elle devait en fait se trouver proche de son université parce qu'elle n'avait pas de moyens de locomotion. Donc c'était son petit critère à elle. Elle n'avait pas forcément beaucoup d'argent à placer dans l'appartement, c'est pour ça qu'elle cherchait aussi une colocation. Elle était donc en train de faire sa recherche de logement et elle tombe sur un appartement en colocation. L'appartement, pas très cher, proche de l'université, en soi qui répond à tous ces critères. En plus de ça, elle se sent un peu à l'aise parce que c'est un appartement qui est proposé à la location uniquement pour les jeunes filles ou les femmes. Pas d'homme admis dans le logement. Elle contacte donc le propriétaire et ensemble, ils planifient une visite. Le propriétaire semblait être féminin, et je dis ça parce que vous allez voir que finalement c'était peut-être pas une femme, et du coup elle arrive au point de rendez-vous. Et là elle est très surprise de voir un homme qui se dirige vers elle. Elle est d'abord surprise, après elle se dit peut-être qu'elle a juste
imaginer des choses tout simplement qu'en fait l'homme avait un prénom un peu mixte. Je sais pas, peut-être que la personne pouvait s'appeler Camille, ce genre de prénom. Vous voyez, qui peut être un peu mixte. Du coup là elle commence à avoir un premier drapeau rouge parce que se dit attends, c'est un homme qui a l'appartement qui ne veut louer qu'à des femmes. C'est bizarre. Pourquoi? Bon, Stella se dit je laisse couler, on verra plus tard. Je vais pas me bloquer alors qu'il y a un appartement qui a l'air vraiment extraordinaire pour moi, je vais pas louper cette opportunité. Mais il y a quand même un sentiment de gêne, un sentiment de malaise qui est en elle. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle ne savait pas pourquoi elle ressentait ça, mais en fait, ce dont elle avait envie, ce que son instinct en fait lui criait de faire, c'est de partir de cet homme en courant et d'être aussi loin que possible de cet homme. Stella essaie de garder son sang-froid, elle se dit, il n'y a rien à craindre, il fait jour, il y a du monde dans la rue, il y a du monde autour du bâtiment, il n'y a pas de peur à avoir. Ils arrivent donc dans l'appartement, le fameux appartement que Stella voulait louer, ou en tout cas visiter. Sauf que déjà, il va se passer quelque chose d'étrange. L'homme ne va pas lui faire visiter le logement, chose que tout le monde ferait, je pense. Il s'assoit sur le canapé et il dit à Stella de venir le rejoindre. Il lui propose des bonbons au chocolat, chose que Stella refuse, poliment, et elle demande si elle peut voir justement un peu plus de l'appartement, notamment la chambre. Et en fait, ce qui a été vraiment très surprenant, c'est que Stella devait demander en fait à chaque fois pour visiter les pièces. Elle a visité la chambre, le mec réagissait plus après, et elle devait dire est-ce que je peux voir la salle de bain? Il l'emmenait dans la salle de bain. Est-ce que je peux voir tel endroit? Il l'emmenait, mais il faisait pas une visite un peu naturellement. Elle se dit c'est étrange, le mec veut louer son appartement, donc il a tout intérêt à faire visiter son logement. En fait, la seule chose que cet homme faisait, c'était poser des questions personnelles à Stella. Et à chaque fois, Stella répondait de manière assez vague. Elle était assez gênée de la situation. Mais dans sa tête, elle se disait je vais le voir qu'une fois, et après je le reverrai plus jamais. Donc autant prendre sur moi et passer ce mauvais moment, et puis après ce sera terminé. À la fin de la visite, l'homme dit qu'il étudie dans la même université que Stella, mais pas dans le même domaine. Ils discutent encore un petit peu, et Stella en vient à dire qu'elle vit pas très loin d'une certaine partie de l'université. Et là, l'homme va dire ok, je dois y aller, je vais t'emmener là-bas en voiture. Elle a pas donné son adresse précisément, naturellement pour pas que l'homme sache où elle vit, mais voilà, elle a donné un petit peu la zone. L'homme a été extrêmement insistant, et Stella, qui était assez gênée, un peu timide sur le moment, n'a pas osé dire non. Elle s'est dit bon, ok, il y a du monde, s'il se passe quoi que ce soit, je pourrais me faire aider. J'ai mon téléphone, après je ne le reverrai plus jamais, on termine ce mauvais moment et on n'en parle plus. Pendant le trajet en voiture, l'homme va dire plusieurs fois qu'il aimerait bien qu'elle loue l'appartement, et il va également lui poser pas mal de questions sur sa vie personnelle. Là, Stella va se dire dans sa tête deux choses. La première, c'est qu'elle se dit, cet homme veut vraiment louer son appartement. La seconde, c'est peut-être qu'il se sent seul et qu'il veut juste se faire des amis. Le problème, c'est que Stella, elle est mal à l'aise. Elle veut pas être amie avec cet homme. Elle lui fait peur. Ils arrivent vers l'université, en voiture, là où il est censé déposer Stella, sauf qu'il prend une autre route. Et il demande à Stella où elle vit. Stella panique. Elle lui dit je vis dans telle rue, mais elle ne veut pas donner son adresse précisément, sauf que l'homme est très insistant. Il continue de lui demander son adresse précise. Elle était là à dire t'inquiète pas, dépose-moi là, ça ira. Il fait beau, je vais marcher, t'en fais pas. Mais l'homme n'en démordait pas. Il lui disait mais non, donne-moi ton adresse, je te dépose pile poil devant. Et là Stella va utiliser une petite stratégie, elle va dire attends, je dois aller au supermarché, dépose-moi là-bas. Fort heureusement pour Stella, l'homme s'exécute, il la dépose au supermarché, mais il semblait comme agacé de la situation. Stella sort de la voiture, elle se cache au supermarché et elle attend un peu sur place pour être totalement sûre que l'homme est bien parti. Une fois que l'homme n'est plus là, elle rentre chez elle à pied, en s'assurant bien sûr qu'il n'est pas dans le coin en train de rôder. Elle essaie un peu, pas de se rassurer, mais de rationaliser un peu la chose en disant voilà, peut-être que je suis juste paranoïaque, voilà, j'ai pas eu un feeling, il m'a fait un peu peur, et puis j'ai mon esprit à alimenter tout ça, et puis c'est pour ça que je suis totalement effrayé, alors qu'en fait il n'y avait pas forcément de trucs à craindre. Elle arrive chez elle sans encombre, et 1 heure plus tard, elle reçoit une demande d'ajout en ami sur Facebook. De qui? De cet homme. Là, elle est pas très bien. Parce qu'elle a certes donné son prénom, mais pas son nom de famille. Donc c'est-à-dire que le mec l'a vraiment recherché sur le réseau. Sa photo de profil, c'est pas elle. C'est une photo d'un paysage, un truc bateau. Donc comment cet homme peut avoir la certitude que c'est bien elle? Et en plus de ça, dans les détails, son nom n'est pas écrit. Admettons, c'est Stella Collins. Elle dit pas Stella Collins, elle marque Sté, plus loin là, Coco, par exemple. Donc vous voyez son profil, quand tu le vois, ça saute pas forcément aux yeux que c'est elle. Stella ne l'ajoute pas, mais elle va quand même recevoir à de nombreuses reprises des messages de la part de cet homme. Des messages qu'elle recevait tous les jours. Parfois cet homme essayait de l'appeler, et le contenu de ces messages était assez cru, assez problématique. Il lui disait de venir dans sa voiture de nuit. Il disait également quand tu seras libre, je vais te montrer à quel point je t'apprécie. Et là naturellement, à force de voir tout ça, Stella a peur. Elle lui dit qu'elle est mal à l'aise,
Elle lui dit « Arrête, je suis mal à l'aise, je n'aime pas ton comportement ». Elle lui dit qu'elle a un petit ami donc elle n'est pas intéressée. Mais malheureusement, ça ne marche pas. L'homme insiste pour la rencontrer en personne, physiquement, parce que pour lui, les mots, ça ne sert à rien. On se doute fortement de ce qu'il voudrait faire à Stella. Elle croise cet homme à l'université et elle lui dit en face « Arrête de me parler ». Mais l'homme n'écoute pas ce que Stella lui dit. Il continue avec son comportement creepy. Il lui dit toujours « Viens dans ma voiture, viens on va manger ensemble, je vais te montrer à quel point je t'apprécie ». Stella est de plus en plus mal à l'aise face à lui. Je sais à quoi vous pensez, vous vous dites « Mais pourquoi elle le bloque pas ?» Elle le fait, sauf que ça ne marche pas à 100% parce qu'elle est dans la même université que lui. Donc parfois, ils sont amenés à se croiser et dans ces moments-là, l'homme lui court après et lui demande quand est-ce qu'elle est libre pour se voir. La même chose en fait qu'il pouvait dire par message. Quelques mois plus tard, elle n'entendait plus forcément parler de lui et Stella du coup se disait que l'affaire était réglée. Sauf qu'elle l'a recroisé dans sa rue, dans la laverie du coin. Cette laverie-là n'était pas du tout à côté de là où lui habitait, donc tu te dis c'est relativement étrange d'aller dans une laverie qui n'est pas à côté de chez toi. Généralement, tu vas à la laverie qui est la plus proche de ton logement, parce que tu as tes vêtements à laver, etc. Donc tu vas pas faire toute la ville pour laver des vêtements. De la bouche d'une de ses amies, Stella va apprendre une nouvelle terrifiante pour elle. En fait, une amie de cette amie a visité un appartement qui était proposé en colocation, et apparemment cette visite était assez étrange. Le propriétaire était quelqu'un d'assez creepy. Stella comprend tout de suite, elle se dit tous les détails correspondent à mon histoire, sauf que le petit problème, c'est que l'appartement, ce n'était pas celui qu'elle avait visité elle, c'était un autre appartement qui était dans une rue juste à côté de celle où elle vivait. L'homme avait déménagé quasiment à côté de chez Stella. L'histoire s'arrête ici, l'histoire de Stella et de ce stalker, ce propriétaire d'appartement très étrange, mais Stella nous dit quelque chose d'assez intéressant sur la fin de son histoire. Elle sait pas en fait dire si elle était juste très paranoïaque et que le comportement de cet homme a alimenté cette paranoïa, qu'en fait l'homme était peut-être creepy sans s'en rendre compte, ou si effectivement il était dangereux. En tout cas, elle est très heureuse de ne plus avoir affaire à lui. Elle le croise de temps en temps, mais il n'a plus l'air forcément de faire attention à elle. Donc on dirait bien, on espère pour elle en tout cas, que cette histoire est maintenant derrière elle. Les amis, cette histoire-là me permet de vous dire de faire bien attention à vous. On ne sait pas sur qui on peut tomber, donc il faut toujours être sur ses gardes, pas non plus être vigilant, point levé, prêt à décocher une patate au premier venu, mais voilà, être toujours vigilant et notifier certains détails qui peuvent nous mettre mal à l'aise et se dire que peut-être ce ne sont pas juste des hallucinations. Peut-être qu'il y a vraiment un réel danger, donc allumer les drapeaux dans la tête. Donc le témoignage de Harry qui vit au Royaume-Uni. C'était un adolescent au moment des faits, et là où il vivait, il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à faire, bien que l'endroit où il vivait était magnifique. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui vivaient dans la ville où il était, mais il y avait quand même de grosses infrastructures, comme des ponts, des voies ferrées, des routes avec pas mal de trafic, et lui, du coup, pour s'occuper, ce qu'il aimait faire, c'était explorer un peu des zones un peu abandonnées, des zones dans lesquelles on n'avait pas forcément accès normalement. Une nuit, il a décidé de se rendre avec des amis à un pont dans lequel il avait observé un trou de la taille d'un homme et ils se sont dit que ce serait en soi intéressant de passer par ce trou pour visiter l'intérieur du pont. Pour pouvoir ouvrir le fameux trou, ils avaient besoin de quelques outils. Ils sont donc revenus un peu plus tard avec les outils adéquats et ils ont ouvert l'entrée du petit trou qu'ils avaient repéré. De l'autre côté du trou, il y avait une échelle qui permettait de descendre un peu plus profondément dans le pont. Ils sont arrivés au fond du pont en toute sécurité et ils ont décidé de traverser le pont en fait en passant par les sous-sols, si on peut dire ça comme ça. Ils traversent ce pont en étant dans un espace très étroit. Ils doivent parfois ramper pour passer. Certains ne sont pas très à l'aise parce qu'ils sont atteints un peu de claustrophobie, vous savez, quand on se sent mal à l'aise parce qu'on est dans des espaces très réduits, très restreints. Et parfois ils avaient des petits moments de surprise parce qu'il y avait des trous. Et du coup ils pouvaient voir la route qui se trouvait juste en dessous d'eux. En gros, je vous explique. On a le pont qui survole une route. Eux, ils sont montés sur le pont, il y avait un trou et ils ont pu descendre un peu sous la structure du pont. Pour le moment, tout se passait plutôt bien, même si certains étaient un peu mal à l'aise, il n'y avait pas de danger en soi imminent, mais les choses allaient changer. À un moment, un des garçons du groupe d'amis a dit qu'il voyait quelque chose de l'autre côté du pont, un peu plus loin devant eux. Ce qui a été vu, c'était une sorte d'objet, et le groupe de jeunes garçons a décidé d'aller voir ce que c'était. Et Harry, qui nous fait ce témoignage, nous dit que c'était une bien mauvaise idée. C'est lui qui a atteint le fin du chemin, si on peut dire ça comme ça, en premier, et ce qui avait été vu, c'était une chaise. Une chaise qui était directement positionnée face à un mur. Sur ce mur, il y avait une page de journal déchirée, mais c'était pas un journal en soi d'actualité. C'était un magazine
érotique. Et en gros, ce qui était affiché, c'était un poster d'une femme dénudée. Harry ne sait pas forcément pourquoi, mais c'était pas quelque chose un peu de sexy. Ça ressemblait à quelque chose de plus sinistre que ça. En même temps, t'as ce genre de poster avec une chaise dans un pont, c'est normal que ce soit pas forcément le truc le plus aguicheur. Le groupe de jeunes garçons qui étaient enfin réunis était sans voix. Ils étaient assez choqués devant le spectacle qu'ils avaient devant eux. Parce qu'en soi, ce qu'ils se disent clairement, c'est qu'un homme vient ici pour faire, on ne sait pas trop quoi, mais en tout cas des choses pas très positives, on pense. Harry regarde un peu par terre et il trouve autre chose qui va, encore une fois, amplifier son malaise. Il trouve sur le sol un préservatif. Sauf que ce préservatif est en très mauvais état et il est taché de sang. Pour le groupe d'amis et pour Harry, c'en est trop. Il décide de sortir de ce lieu assez sinistre le plus rapidement possible. En rebroussant chemin, ils se sont fait un peu mal. Ils se sont fait mal au genou parce que forcément ils devaient ramper et en rampant de manière assez rapide, ils ne faisaient pas attention à des petits débris qui étaient là. Du coup, certains se sont légèrement blessés. Ils sont sortis en totale sécurité du trou par lequel ils étaient rentrés. Ils ont réussi à sortir du pont et ils se sont enfuis de la zone le plus rapidement possible. C'est une expérience qui a marqué totalement Harry parce qu'après cela, avec ses amis, il ne faisait plus forcément ce type d'urbex. Mais il est très heureux de ne pas avoir trouvé, en tout cas, la personne qui avait occupé les lieux. Parce qu'on se dit que c'est pas forcément une personne très bien attentionnée. Faut quand même avoir une pensée assez particulière pour te dire je vais m'enfermer sous un pont, mettre une chaise pour faire des choses un peu étranges dans cet endroit déjà bien sinistre. Donc heureusement que Harry et ses amis s'en sont sortis indemnes, qu'ils n'ont pas rencontré de personnes vraiment très creepy, mais on peut comprendre que la situation à vivre soit traumatisante. Après c'est pas surprenant, je pense, même si j'en ai jamais fait, que quand tu fasses du urbex, tu tombes parfois sur des choses assez crades, dégueulasses, creepy, parce que parfois il y a des gens qui viennent zoner, si on peut dire ça comme ça, sur le lieu de l'urbex, dans des maisons abandonnées, ce genre de choses. C'est pas surprenant. Donc là, très certainement que c'est une personne comme ça qui zonait sous le pont, qui en avait fait peut-être un peu son habitat. En tout cas, cette histoire était là pour vous mettre en jambe. J'espère que les frissons, tu vois, ils commencent à monter petit à petit, ils sont pas encore au sommet, mais petit à petit ça arrive. Parce que là, on va aller crescendo. Les amis, dans ce second témoignage, on va voir le récit de Bobby. Il vivait en Australie, dans une maison, dans un quartier totalement tranquille, avec ses parents, donc son père et sa mère, et sa sœur. Il se souvient qu'en 2008, alors qu'il avait 19 ans, son père avait acheté le câble. Sauf que malheureusement, il avait le câble uniquement pour la télévision du salon. Et Bobby, lui, voulait avoir aussi le câble dans sa chambre. Sauf que c'était pas possible, sauf s'il prenait un autre abonnement à peu près 100 $, chose qu'il ne pouvait pas se permettre. Du coup, un jour, son père, pour remédier à ce problème, a acheté une sorte d'émetteur-récepteur pour justement capter le signal de la télévision du salon dans la chambre de Bobby, pour que lui aussi puisse en soi avoir le câble, détourner un peu le truc. Donc un dimanche, Bobby décide d'installer ce système. À ce moment-là, quand il a voulu faire cette opération, il n'y avait que sa sœur à la maison. Elle se trouvait dans sa chambre, à l'étage, et Bobby, lui, se trouvait dans le salon, en train de faire ses branchements. Il a ouvert la boîte, il a installé tout ce qu'il fallait, mais il galérait totalement. Il n'arrivait pas à avoir ce qu'il voulait. Jusqu'à un moment où il a eu quelque chose d'assez étrange. Il reçoit un signal, au fur et à mesure du temps. Parfois il part, parfois il arrive. Sauf que Bobby ne comprend pas, parce que parfois, sa télévision n'était pas allumée. Donc il ne pouvait pas en soi recevoir de signal, alors que dans sa chambre il recevait quand même quelque chose. Donc il y avait une sorte d'interférence qui se faisait avec on ne sait pas forcément quoi. À un moment donné, une image est apparue, et Bobby a vu que sur cette image, il y avait un lit. Bobby est très surpris, il est effrayé parce qu'il pense que le lit qu'il voit, c'est son lit. En fait, il pense ça parce qu'il a vu un film d'horreur où il se passait un peu ce genre de scène, du coup il pense que ça se reproduit. Il a une sorte de pulsion un peu d'horreur comme ça, alors qu'en soi ce n'était pas du tout son lit à lui. Mais c'était bien le lit de quelqu'un. Totalement horrifié, il fonce chercher sa sœur pour qu'elle vienne attester de ce qu'il se passe. Elle descend, elle regarde la télévision. Avec lui, la télévision qui se trouve dans sa chambre. Et effectivement, elle voit également le lit que Bobby avait vu. Elle lui confirme que ce n'est pas son lit à lui, mais du coup, à qui appartient ce lit-là? Un mystère est donc sur le dos de Bobby et sa sœur. En gros, l'appareil pour capter le signal de la télévision du salon que Bobby utilisait captait le signal d'une caméra. Mais ce que Bobby se demande, c'est la caméra de qui et pourquoi. Plus tard, les parents de Bobby reviennent et Bobby partage ce qu'il a vécu. Ils vont également voir la télévision dans la chambre de Bobby et effectivement, ils voient eux aussi ce fameux lit. Ce lit qui appartient à un inconnu. La famille réfléchit un petit peu et se disent qu'en fait, ils doivent tout simplement capter le signal d'une maison voisine. C'est effectivement possible. Ils ont attendu en regardant régulièrement s'il se passait quelque chose sur la télévision, et c'est vers 18 h que quelque chose s'est produit. Quelqu'un est rentré dans la chambre, c'était un des voisins. Donc la théorie qu'on a capté le signal de chez quelqu'un est de plus en plus validée. Mais du coup, bien sûr, la curiosité qui est quelque chose d'humain, la famille se demande pourquoi il y a une caméra comme ça. Ce que la famille commence à se dire en soi, c'est que c'est un piège qu'a fait soit le mari,
soit l'épouse, pour piéger le mari ou l'épouse, notamment en termes de fidélité. Ce serait soit le mari par exemple qui a mis une caméra dans la chambre pour voir si sa femme le trompait, ou inversement c'est l'épouse qui a mis une caméra pour voir si son mari l'a trompé. Il pense à quelque chose comme ça. C'est possible, c'est un moyen que tu peux mettre en place, effectivement, mais ce sera pas ça. Et oui les gars, on est dans un thread d'horreur. Ce serait ça, ce serait encore mignon par rapport à ce qui va vraiment se passer. Seconde idée, c'est que cette caméra est là pour réaliser en quelque sorte un fantasme du mari et de l'épouse, réaliser un film où ils ont leurs ébats. Pourquoi pas? Bon, pour le moment, on n'a rien d'effrayant. On a quelque chose de curieux, certes, mais pas quelque chose de creepy en soi. Ça va venir, ça va venir. N'étant pas forcément effrayé du coup, sûrement comme vous, par la situation, la famille s'amuse à se faire des petits rêves un peu horrifiques par rapport à ces situations. Ils se disent, imaginez à un moment donné on regarde et on voit qu'il y a un tueur ou quelqu'un qui vient assassiner quelqu'un dans la pièce. Ce serait quelque chose de totalement fou d'assister à ça en soi. Et effectivement, ils imaginent également qu'un mec déguisé en clown avec un couteau à la main regarderait la caméra droit dans la lentille en faisant des gestes assez bizarres et de quoi effrayer du coup la personne qui se trouve de l'autre côté et qui regarde la vidéo. Mais bon, tout ça, ça n'est jamais arrivé. Ce n'était que des petits rêves horrifiques. Curieux, la famille continue de regarder pendant quelques semaines ce qu'il se passait, mais il n'y avait rien forcément d'alarmant ou d'étrange qui se passait sur la télévision. Du coup, la famille en a conclu que l'explication c'était juste s'assurer que la femme ou le mari ne trompait pas forcément le mari ou la femme. Vous avez compris. Du coup, une explication assez rationnelle. En même temps, la vérité derrière tout ça, on n'aurait clairement pas pu l'imaginer. Donc c'est normal que la famille n'y pense pas. Un jour, Bobby allume la télévision et du coup reçoit de nouveau le signal de la maison voisine. Il voit qu'à l'intérieur de la pièce qui est filmée, il y a des travaux qui sont en cours. Les voisins qui ont cette caméra sont en train de faire quelques travaux. Ok. Il y a des ouvriers qui sont là quasiment toute la journée et ça a été comme ça pendant quasiment un mois. Et à un moment donné, alors que la famille regardait la télévision encore une fois par curiosité, ils ont vu un homme rentrer dans la chambre. Cet homme, c'était le plombier. Ils l'ont reconnu parce qu'il l'avait déjà vu travailler pendant les travaux. Jusque-là, rien de spécial, jusqu'à ce qu'il ouvre les tiroirs qui se trouvaient dans la chambre. Il commençait à se saisir des sous-vêtements de la femme qui vivait dans la maison, à les sentir, à en voler quelques-uns également, et à faire d'autres choses que je ne dirai pas pour éviter la démonétisation. Vous comprendrez peut-être pourquoi. Au début, naturellement, Bobby est assez embarrassé. Il se dit, c'est creepy, est-ce qu'il est au courant qu'il est filmé? Est-ce qu'il sait que potentiellement des gens peuvent voir ce qu'il fait? Mais ce qui s'est passé après était encore pire. Il s'est doucement rapproché de la caméra et il regardait droit vers la lentille. Comme si en soi il regardait Bobby qui était de l'autre côté, lui, de la télévision. Et encore une fois, devant la caméra, il a commencé... T'as compris, tranquillement devant la caméra, hein. Sacré spectacle, hein. Ce qui vient dans la tête de Bobby maintenant, c'est qu'en fait c'est cet homme-là, le plombier, qui avait placé la caméra dans la chambre. Et que du coup, les voisins qui vivaient dans la maison et qui occupaient du coup la chambre, n'étaient pas du tout au courant. La famille est ensuite allée voir les voisins en question pour leur dire ce qu'ils avaient vu. Les voisins étaient totalement choqués, ils n'avaient aucune idée de la situation, c'est-à-dire que c'est clairement pas eux, ça s'est confirmé maintenant, qui avaient mis la caméra dans la chambre. C'est le père de Bobby qui est allé chez les voisins, est allé dans la chambre en question, qui a montré d'où venait, on va dire, la vision de la caméra, et du coup ils ont repéré ce que c'était. En fait c'était un objet qui était censé surveiller la consommation de l'eau, et à l'intérieur avait été placée une petite caméra, placée du coup par ce fameux plombier. C'était très discret parce que c'était installé quasiment dans le mur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation après? On appelle la police. C'est ce qui a été fait. Ils ont mené une enquête, et c'est au bout de quelques semaines qu'on va enfin avoir le fin mot sur cette histoire. La mère de Bobby parlait avec sa voisine qui lui a raconté du coup ce que la police avait trouvé. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que l'homme, le plombier, venait tous les soirs devant la maison des voisins où il y avait une caméra, il patientait là, garé, et il regardait les enregistrements de la caméra sur son ordinateur portable. Et ce qui a donné quelques petits frissons supplémentaires à Bobby, c'est que, effectivement, plusieurs fois le soir, il a remarqué une voiture garée, qui n'était pas là la journée. Et quand il rentrait parfois de soirée, ou d'un date avec sa petite amie, il passait à côté, et cette voiture avait des vitres teintées, c'est-à-dire que ça réfléchissait vachement bien l'image. Donc parfois Bobby se regardait dans le reflet, tranquillement, sans savoir qu'à l'intérieur, il y avait le mec. Donc potentiellement, le mec le voyait. Et que faisait ce mec dans la voiture? Alors là, sûrement des choses à peu près similaires à ce qu'il faisait dans la chambre. C'est là que cette histoire s'arrête. Je ne sais pas si le plombier, cet homme malsain, a été mis en prison, a reçu une amende ou quoi que ce soit. Sur ça, j'ai pas l'information. En tout cas, je pense pas qu'il puisse encore s'approcher tranquillement de la fameuse maison où il avait placé une caméra. Après, un plombier, ça a plusieurs clients. Qui dit qu'il n'avait pas placé d'autres caméras de la sorte
chez d'autres personnes. Ça, de mon point de vue, c'est fortement possible. Est-ce que maintenant vous allez flipper en regardant vos murs? C'est possible aussi. Attention, avant de dormir ce soir, vérifiez bien tous les murs de votre chambre. Peut-être que quelqu'un a disséminé une petite caméra quelque part. Demandez aussi à vos voisins si jamais, quand ils allument la télé, ils voient pas votre chambre. Petite précaution, au cas où. Les amis, dans cette histoire, on va voir le témoignage de Scarlett. Scarlett a ni plus ni moins rencontré un tueur en série. C'est dit. Elle avait 19 ans au moment des faits, elle était dans son université et en fait, elle était restée assez tard pour développer des photos qu'elle avait prises au cours de sa semaine. Il faisait déjà nuit à l'extérieur, du coup le bâtiment de photographie était assez sombre. Et juste à côté de ce bâtiment, il y avait des voies ferrées. Scarlett avait fini de développer ses photos et du coup, elle allait tranquillement rentrer chez elle. Mais elle n'était pas très rassurée de sortir la nuit comme ça totalement seule. On peut le comprendre. En plus, l'endroit était totalement désert, les rues étaient assez mal éclairées, tout est propice à avoir peur en soi. Scarlett était en train de rentrer assez rapidement vers sa voiture qui se trouvait sur un parking quand elle a entendu quelque chose. Quelque chose qui l'a surprise, du coup elle a eu un moment de frayeur. C'était un homme qui disait « S'il vous plaît, pouvez-vous me rendre un service ?» Ayant eu un peu peur, Scarlett a lâché ses clés, elle les a ramassées, et pendant qu'elle les ramassait, l'homme s'est excusé de lui avoir fait peur. La personne qui l'avait appelé était donc un homme qui portait un jogging. Scarlett lui a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» en gros, et l'homme va lui répondre « Je crois que je me suis tordu la cheville, pouvez-vous m'emmener à la clinique de l'université ?» Il y avait une sorte de petite clinique à l'université, quelque chose de bien pratique en tout cas. Scarlett a un moment d'hésitation parce que l'homme n'a pas l'air de souffrir du tout. En plus de ça, elle était un peu sur ses gardes, elle avait un peu son cerveau en éveil parce qu'elle venait de lire un livre sur un serial killer bien connu, que vous connaissez peut-être du nom de Ted Bundy. Et elle a lu dans son bouquin que parfois Ted Bundy faisait croire qu'il s'était cassé le bras pour aborder ses victimes et ensuite les assassiner. Donc dans la tête de Scarlett, ça dit attention, attention. Et cette pensée-là, en fait, lui traverse l'esprit en continu pendant qu'elle regarde cet homme. En plus de ça, une question lui traverse la tête. Elle se dit pourquoi quelqu'un viendrait faire du sport ici alors qu'il n'y a rien. C'est un peu bizarre. Scarlett dit donc je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Mais je peux appeler quelqu'un qui viendra vous venir en aide. Quand elle dit ça, elle pense à appeler un des amis, en tout cas un proche de l'homme qui l'a abordé. Mais l'homme lui répond que ce n'est pas possible, il vient d'arriver dans la ville, du coup il ne connaît personne, donc il n'y a personne à appeler pour l'aider. Et pendant qu'il dit ça, l'homme fait croire qu'il a mal à la cheville. Scarlett lui dit donc « Je vais vous appeler une ambulance », et l'homme va encore une fois décliner en disant « Non, je ne peux pas me le permettre, je n'ai pas d'assurance, je n'aurai pas les moyens de payer les frais médicaux. Pouvez-vous me conduire à la clinique de l'université? Je vous donnerai 20 $. Scarlett trouve cette situation assez étrange. Elle se dit, attends, il va me donner 20 $ alors qu'il peut pas forcément payer des frais médicaux, alors qu'il s'est juste tordu la cheville. On va lui mettre peut-être une petite attelle, enfin rien de forcément très coûteux, alors que moi, juste pour l'emmener, il me propose 20 $. Mais elle trouve que dans son intonation, il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose qui la choque. Ce qu'elle nous dit en fait, c'est que le ton de sa voix ne correspondait pas avec ce qu'il disait. Entre Scarlett et l'homme, il y a un moment de silence. Mais Scarlett brise ce silence en disant « Je suis désolé, je ne peux pas vous aider ». Elle prend ses clés et elle les met dans une certaine position dans sa main pour que ça puisse lui servir d'objet pour se défendre. En soi, c'est sa mère qui lui avait pris ça pour s'en servir un peu comme un couteau si jamais elle se fait agresser. Pendant qu'elle retourne à sa voiture, elle garde un œil sur l'homme. Cet homme a l'air un peu agacé, mais il ne la lâche pas du regard. Une fois qu'elle est rentrée dans sa voiture et qu'elle a quitté les lieux, Scarlett se sent beaucoup mieux. Comme si un courant électrique était parti de son corps. Vous savez, elle devait être très tendue et du coup elle a totalement relâché la pression. Et là, elle commence à avoir une pensée inverse à tout ce qu'elle pensait jusqu'à présent. Elle se dit, mais si ce mec avait vraiment besoin d'aide en soi, bah je vais le laisser comme ça dans la panade. Donc elle commence à se sentir un petit peu coupable. Donc on va dire que pendant qu'elle est en train de retourner à son dortoir, il y a encore d'autres pensées qui la traversent. Elle se dit, mais est-ce qu'il était dangereux? Est-ce que, en fait, pas du tout? Et du coup, je suis une mauvaise personne parce que je l'ai pas aidé. Tu vois, il y a plein de trucs qui se bousculent dans sa tête. Et là, elle arrive à son dortoir. Mais elle se dit, mince, j'ai oublié d'acheter des trucs pour mon petit déjeuner demain. Elle fait donc demi-tour. Et pendant qu'elle fait demi-tour, qu'est-ce qu'elle voit sur son trajet? Le même homme qui lui a demandé de l'aide. Sauf que là, il est en train de courir tranquillement. Sa cheville allait très bien. Donc là, tout de suite, le sentiment de culpabilité qu'elle avait disparaît. Et ce n'est que plus tard qu'elle va repenser à ce qu'elle a vécu. Elle avait un peu oublié ce qui s'était passé. Et c'est un été qu'elle va apprendre que 2 étudiants de son université ont été agressés sur les lieux, à l'université, juste à côté de la voie ferrée, donc c'est-à-dire là où se trouvait en soi Scarlett, mais sauf que là c'était beaucoup plus tragique. Les 2 personnes, c'était un jeune homme et une jeune femme. La jeune femme a survécu, mais pas le jeune homme. Et l'homme qui les a attaqués était un serial killer connu du nom de tueur de chemin de fer. Il a tué beaucoup de gens, dans plusieurs états, et quasiment à chaque fois à côté de chemin de fer, d'où son nom.
l'homme à un moment donné a été arrêté, du coup sa photo a été diffusée. Et Scarlett est formelle, c'est bien l'homme qu'il avait abordé sur le parking de l'université. Et son petit ami lui dit qu'elle a échappé à un serial killer. Clairement, si elle l'avait aidé, elle ne serait probablement pas là pour raconter son témoignage. Ce témoignage s'arrête ici. Moi je trouve toujours ça dingue, les témoignages de gens qui ont réussi à fuir un tueur en série. C'est toujours incroyable parce que tu te dis ça se voue à un détail. C'est un instinct, quelque chose comme ça. Et tu vois, si l'homme, le tueur, a pu agresser 2 personnes et en tuer une, bah clairement, si Scarlett avait aidé cet homme, elle n'aurait eu aucune chance. Toi, je fais une petite recherche sur ce tueur. Son vrai nom, c'est Angel Maturino Resendiz. C'est un homme qui aurait tué plus de 15 personnes. Sacré palmarès, hein. J'en ai déjà fait plusieurs, des histoires de personnes qui sont passées à ça de se faire assassiner par un tueur en série. Et à chaque fois, c'est assez dingue, quoi. Tu vois que les mecs, en soi, ils te foncent pas dessus, ils t'agressent pas comme ça en te rentrant dedans. Ils essayent vraiment de tapater un peu, quoi, de te donner confiance, et puis au dernier moment, je suppose que là, ça bam. Mais en tout cas, c'est sûr que ça doit rester un sacré souvenir, pas bon souvenir, c'est sûr, de te dire que, ouais, t'as rencontré un tueur en série. Déjà, juste le fait que tu l'as côtoyé, c'est une chose, mais te dire que tu étais potentiellement une de ses victimes envisageables, ça, c'en est une autre.